Bonjour et bienvenue à ce webinaire au cours duquel on va vous présenter les travaux qui sont issus du panier à provisions nutritifs et économiques, un outil sur lequel le dispensaire travaille depuis plusieurs années. Vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui et c'est particulièrement enthousiasmant pour nous de voir cette réceptivité-là. Donc, on a autant des gens du milieu académique, du milieu de l'enseignement, du milieu communautaire, du milieu de la santé publique et évidemment des représentants des médias aussi. Donc ça démontre, je crois, la pertinence, l'intérêt qu'on a aussi envers ce sujet qui vient tous nous chercher de près ou de loin. Je suis Julie Paquette, je suis directrice générale du dispensaire diététique de Montréal. C'est moi qui ai la chance de vous présenter les travaux aujourd'hui, les résultats. Par contre, je dois vous dire que c'est toute une équipe qui est derrière ça, une équipe extraordinaire avec laquelle j'ai la chance de travailler au dispensaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Geneviève Ogleman, une collègue nutritionniste que j'admire beaucoup, en fait, qui véhicule des valeurs qui me touchent aussi et qui a une facilité à les transmettre. Geneviève, je sais que tu as un horaire hyper chargé. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous là, ce midi. Ben merci Julie, c'était super important pour moi d'être là. Tu sais, comme nutritionniste, tu le sais, je me sens vraiment interpellée par l'accès à l'alimentation. Je l'ai toujours été depuis le début de ma carrière, mais là, avec l'augmentation du prix des aliments, mais ça devient vraiment beaucoup plus préoccupant pour moi. Je pense que c'est un stress pour toute la population, mais encore plus pour les personnes qui vivent dans un contexte de pauvreté. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter l'invitation du dispensaire diététique de Montréal. Merci Geneviève. On est aussi accompagné de François Fournier, qui est chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités, qui est momentanément sorti de ses vacances aujourd'hui pour être avec nous. Merci beaucoup François, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie et Geneviève. C'est vraiment un plaisir, un honneur, l'invitation. Donc, je suis chercheur à l'Observatoire depuis 2 ans et auteur d'un récent rapport sur l'insécurité alimentaire qui est intitulé « La faim justifie des moyens », qui est le résultat d'une revue littérature, surtout québécoise et canadienne, mais aussi d'une consultation auprès d'une 50aine d'organismes et d'individus, dont des personnes en insécurité alimentaire. Le rapport est disponible sur le site de l'Observatoire. J'ai pratiquement toujours travaillé dans le milieu de la recherche sur une grande diversité de sujets, autant dans les centres de recherche que dans le cadre de commissions de consultation et d'enquête. Voilà, Julie. Merci François. Et finalement, Alessia Gadoua, et non la moindre, donc chargée de projet au dispensaire, donc qui travaille, qui fait tout le travail de coulisses, qui chapeaute tous les travaux en lien avec le PPNE. Donc Alessia est nutritionniste de formation. Elle a joint le dispensaire il y a quelques mois, mais on dirait déjà que ça fait plusieurs années qu'elle est avec nous. Merci Alessia d'être là. Merci Julie, j'ai très hâte de dévoiler ces résultats du panier à provisions nutritifs et économiques. Ça fait quelques mois que je suis sur le dossier, mais je l'ai déjà à cœur et oui, je vous souhaite un merveilleux webinaire. Donc, Alessia va, entre autres, se joindre à nous pour la période de questions. En fait, le webinaire aujourd'hui va être présenté en 2 parties. La première, donc, au cours de laquelle on va vous présenter les principaux résultats. On va aussi illustrer ça de manière assez concrète parce que je pense que c'est ce qui est important et ce qui est le plus parlant aussi. Et on va garder une période de questions à la fin là, de 15 à 20 minutes, donc pour nous assurer que vous ayez le temps de poser les questions. Cela dit, le rapport synthèse est rendu disponible sur le site du dispensaire, donc au dispensaire.ca. Donc, vous avez le rapport synthèse là, des résultats qui sont présentés aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout simplement nous écouter. Vous n'avez pas besoin de prendre plein de notes pour retenir les chiffres. Ceux-ci vont être rendus disponibles. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je veux simplement glisser quelques mots sur le dispensaire diététique de Montréal. En fait, le dispensaire est un organisme communautaire qui existe à Montréal depuis de nombreuses années. C'est probablement un des plus anciens organismes communautaires sur le territoire de Montréal. À la base, il a été fondé par un groupe de femmes bienveillantes qui faisaient du porte-à-porte pour distribuer des denrées à des familles, des ménages dans le besoin.
c'est là où a pris naissance le concept de popote roulante. Au fil des années, le dispensaire a concentré ses efforts sur l'accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Au début des années 50, donc, il y a une méthode qui était très novatrice pour l'époque, qui a été initiée par Madame Higgins, qui était nutritionniste de formation, donc qui voyait l'accompagnement de femmes enceintes, l'accompagnement nutritionnel, mais dans un contexte beaucoup plus large, donc qui tenait compte de plusieurs facteurs, dont les facteurs socio-économiques. Au fil du temps, cette approche-là a évolué pour maintenant prendre la forme de l'approche de nutrition sociale périnatale telle qu'on la pratique actuellement au dispensaire. L'expertise dont on dispose au dispensaire est évidemment axée sur la nutrition sociale en périnatalité, mais aussi en insécurité alimentaire. Et en fait, c'est une des parties aussi une des façons dont le dispensaire a forgé, a développé son expertise en sécurité alimentaire, c'est dû au fait que depuis plus de 70 ans, le dispensaire a eu une discipline de fer, je dois dire, pour s'assurer de faire des relevés de prix au moins 3 fois par année dans des épiceries du territoire montréalais pour être capable d'estimer le coût minimum d'une épicerie équilibrée pour une famille type. Donc, évidemment, bon, je vous rassure que cet outil-là a évolué avec le temps pour s'assurer de correspondre aux recommandations alimentaires, puis aussi aux habitudes de consommation de la population. C'est dans cette optique-là que le panier à provisions a subi une transformation, si on peut dire. Donc, nous avons eu la chance d'avoir un financement qui a couvert les 2 dernières années, donc de 2020 à 2022, ce qui nous a permis de revoir la méthodologie qui était associée au panier à provisions nutritif et économique et aussi de revoir sa composition. On a profité évidemment de ce moment-là pour donner une nouvelle identité au PPNE aussi, donc comme vous pouvez le constater ici. Avant d'aller plus loin, je vais quand même passer la balle à mon collègue ici, François, pour nous parler un peu du concept d'insécurité alimentaire, le profil, les clientèles actuellement, juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, donc quand on parle de sécurité alimentaire. François, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. La définition de l'insécurité alimentaire des ménages fait consensus. Elle consiste en un accès inadéquat ou incertain aux aliments, principalement en raison d'un manque de ressources financières. Et pour mieux mesurer le phénomène, on distingue 3 degrés d'insécurité alimentaire: légère, modérée, sévère. Légère, c'est lorsqu'il y a une incertitude, momentanée ou non, quant à la capacité de se procurer des aliments. Modérée, c'est quand la quantité ou la qualité de la nourriture est compromise. Et sévère, insécurité alimentaire sévère, on parle ici de réduction de l'apport alimentaire, carrément des repas sautés. On peut parler de faim ici. Les plus récentes données de Statistique Canada datent de l'enquête canadienne sur le revenu de 2020 et c'est près de 13% des Québécois qui étaient en insécurité alimentaire, ce qui représente environ 1 million de personnes. Il existe d'autres données plus récentes, par exemple celles collectées par l'Institut national de santé publique du Québec, avec une méthodologie distincte de celle de Statistique Canada. Les données de l'INSPQ indiquent une forte augmentation du niveau d'insécurité alimentaire modérée ou grave depuis la pandémie et avec l'inflation. Une chose importante à retenir aussi, c'est que l'insécurité alimentaire n'est pas répartie aléatoirement dans la population canadienne. Il y a certaines catégories de personnes et de ménages qui sont nettement plus à risque de se retrouver dans cette situation-là. C'est le cas des ménages à faible revenu, ce qui comprend à la fois des travailleurs à faible revenu, mais aussi des ménages qui ont recours à l'aide sociale, à l'assurance emploi, etc. Les ménages avec des femmes en particulier les ménages avec des enfants, pardon, en particulier les ménages monoparentaux et ceux avec des femmes à leur tête, il y a 38% des ménages
constitués de femmes monoparentales qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Il y a aussi les ménages composés de personnes noires et les adultes vivant seuls, âgés de 60 à 64 ans, qui sont également surreprésentés. Il y a d'autres tranches surreprésentées, mais bon, pour celles-là. Et ces profils-là sont une indication forte de la cause structurelle de l'insécurité alimentaire des ménages, c'est-à-dire une insuffisance de ressources financières. Puis elles sont insuffisantes, ces ressources-là, principalement pour trois facteurs, des conditions d'emploi précaires, un filet social inadéquat, et plus de la moitié des ménages québécois vivant de l'aide sociale qui sont en insécurité alimentaire. Puis le troisième facteur, c'est le coût de la vie, le coût pour se loger, se nourrir, se déplacer. Et je termine là-dessus, les ménages composés de personnes autochtones sont victimes d'insécurité alimentaire de manière très, très disproportionnée pour des raisons liées au colonialisme et à la suppression de leur autonomie alimentaire. Julie? Merci, François. Puis, en fait, je pense que quand on parle de déplacement là, vers un niveau faible à modéré ou grave, de manière concrète sur le terrain, je pense qu'on peut le sentir aussi, que ce soit au dispensaire diététique de Montréal ou encore dans d'autres organismes là, qui sont sur le territoire montréalais. On voit que les ressources les besoins sont immenses, puis les ressources sont pas nécessairement suffisantes, mais on en parlera un petit peu plus loin. Avant, en fait, je voulais peut-être dire quelques mots sur la méthodologie. Cela dit, je vais y aller de manière très brève parce que je pense que tout ça est extrêmement bien détaillé dans le rapport synthèse auquel vous pourrez avoir accès. En fait, on visait deux objectifs, tels que je l'ai mentionné tantôt, donc de réviser le contenu du panier. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est vraiment la liste d'aliments et d'ingrédients compris dans le panier. On le sait tous, il y a eu un guide alimentaire canadien qui a été publié en 2019, donc c'était nécessaire de faire cet exercice-là pour s'assurer de se coller aux recommandations issues du guide. On voulait aussi s'assurer qu'il y avait une bonne cohérence avec les habitudes alimentaires de la population qui évoluent aussi au fil du temps. On a revu aussi la façon de faire les relevés de prix en épicerie. Auparavant, la fréquence était de 3 fois par année. Actuellement, on le fait à 4 moments dans l'année. Donc, au mois d'octobre, au mois de janvier, au mois de mai et au mois de juillet. Donc, il y a à 4 reprises où est-ce que les relevés de prix sont réalisés sur le territoire de Montréal. La famille type, vous l'avez ici, donc à partir duquel les coûts ont été calculés. Donc, un homme, une femme de 31 à 50 ans, un garçon de 14 à 18 ans et une fille de 9 à 13 ans. Dans le cadre de la révision aussi du panier à provision nutritif et économique, on a développé une plateforme aussi web qui rend les relevés de prix beaucoup plus faciles, beaucoup plus simple aussi, quoique faut pas sous-estimer l'ampleur de la chose parce qu'on fait face à certaines difficultés, certaines embûches, évidemment, quand on réalise les relevés de prix. Si on fait un retour rapide sur la nouvelle liste d'aliments, donc comme je mentionnais, on a revu le contenu du panier. Donc, 68 aliments qui font partie de la liste du panier à provision nutritif et économique qui sont répartis en 11 catégories. Je tiens juste à mentionner que autrefois, nous n'avions pas les catégories donc qui comprennent les préparations commerciales pour nourrissons et les céréales pour bébés. Vous comprendrez qu'avec la mission du dispensaire, donc qui est de venir en aide aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité, c'était tout à fait pertinent donc de faire cet exercice-là pour qu'on puisse s'assurer de bien comprendre, de bien cibler les besoins de notre clientèle. Les principales différences, en fait, qu'on peut observer par rapport à la liste d'aliments comme telle, donc vous avez les proportions là, entre l'ancienne liste, là, si je peux me permettre, d'aliments et la nouvelle. Donc, principalement, ce qu'on va noter, c'est une plus grande diversité au niveau des légumes et des fruits, donc qui est en pleine cohérence là, avec les recommandations du guide alimentaire. On fait aussi davantage de place aux protéines d'origine végétale comparativement aux protéines d'origine animale. Et donc ça, c'est parmi les points les plus importants. Il y a eu aussi des ajustements au niveau des produits céréaliers et des féculents.
Geneviève, toi qui baignes évidemment dans les aliments de manière quotidienne, parce qu'on sait que un de tes outils principaux, c'est vraiment les aliments dans la réalisation de ta mission quotidienne. Je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il y avait une certaine révision, tu sais, des aliments qui étaient nécessaires pour que ça concorde justement avec les recommandations. Est-ce que tu vois des surprises, toi, sur cette liste-là, où tu dis, ben, je pense que ça fait bien du sens? Oui, ça fait définitivement plein de sens. C'était nécessaire. On était rendu là. Il fallait augmenter la variété de fruits, de légumes. Donc, on avait besoin aussi d'éliminer certains aliments qui, je pense qu'il y a des grands disparus, hein, Julie, quand on pense aux charcuteries, saucisses à hot dog, ballonnées, fromage fondu, ce sont des aliments qui se retrouvaient en 2005 et qui ont disparu cette année là, pour laisser la place à des aliments plus nutritifs, des aliments moins transformés également. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis on peut peut-être passer les catégories pour les voir là, concrètement. Alors, ce que ça représente, c'est quand même une grande variété de fruits, de légumes frais, surgelés ou en conserve. On a choisi les légumes en fonction de leur accessibilité à l'année aussi et du côté local pour favoriser les fruits et les légumes locaux. Dans cette liste-là, on a choisi les aliments non seulement pour leur valeur nutritive, mais aussi pour leur faible coût, pour leur complémentarité aussi, pour s'assurer qu'entre eux, puissent composer là, un menu qui est équilibré, qui est varié, qui est intéressant aussi. Puis, dans les produits céréaliers, ben, on est heureux de voir des grains entiers, aussi des différents produits qui peuvent convenir aux différents moments de la journée. Donc, produits céréaliers, féculents. Et j'aime beaucoup la proportion des protéines d'origine végétale qui sont plus nombreuses qu'avant. Donc, on a accès à des sources de protéines végétales, animales, des produits laitiers, mais aussi des boissons végétales. Il y a une portion du budget qui a été consacrée aux aliments divers, donc les matières grasses, les sucres, aussi les épices, les condiments, pour que tout ça se tienne concrètement et puisse former un menu. Et c'est justement l'exercice qu'on a voulu faire et qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. C'est que c'est pas tout de calculer les besoins nutritionnels de la population et de faire une liste mathématique ou théorique qui comble les besoins. Il faut voir si ça passe le test de la réalité, si ça passe le test du quotidien. Alors, l'équipe des nutritionnistes du dispensaire a traduit le PPNE en menu pour vous montrer à quoi ça ressemble une semaine qui colle à la réalité du guide alimentaire canadien et composé uniquement d'aliments qui font partie de la liste du PPNE. Donc, on voit que c'est possible et on voit aussi que ça demande une certaine expertise. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est une équipe de nutritionnistes qui a composé ce menu-là. Donc, ça demande des compétences pour s'assurer que chaque ingrédient est utilisé de façon optimale, au maximum, en réutilisant de différentes façons un aliment pour éviter le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, il y a une connexion entre les différents repas pour pouvoir entrer dans le budget qui est alloué par le PPNE. Et on a fait l'exercice d'entrer dans le détail d'une journée. Donc, on a pris une des journées, le dimanche, par exemple, pour vous montrer que avec les 3 repas, les collations et le dessert, on a seulement des ingrédients qui font partie du panier à provisions nutritif et économique et que pour nourrir notre famille type pendant cette journée-là, ben, ça représente une dépense de 29,18 $ pour la journée. Mais ce montant-là, ben, c'est un montant qui a vécu une grande augmentation. Alors, on peut passer à la prochaine diapo, celle-ci, pour que vous puissiez constater là, d'un seul coup d'œil à quel point l'augmentation du prix des aliments a frappé dans les derniers mois. Alors, en octobre 2021,
ça coûtait 216,46 $ par semaine pour une famille pour combler ses besoins nutritionnels de base. Et en juillet 2022, on est rendu à 249, oui, 249 et 7 par semaine pour une famille. C'est une augmentation de 15% du coût. Alors, ça représente 32,61 $ de plus chaque semaine, semaine après semaine. Mais ça, je dois vous dire que c'est le coût minimal. C'est vraiment le montant optimal quand toutes les meilleures conditions sont regroupées. À partir de là, ce prix peut juste augmenter. Et ça, c'est important pour moi de le préciser que c'est le minimum quand on fait tout parfaitement de façon vraiment idéale, mais ça implique d'avoir une cuisine qui est bien équipée, ce qui n'est pas le cas pour toutes les familles dans une situation de pauvreté. On a besoin d'équipements pour cuisiner, on a besoin aussi d'équipements pour conserver les aliments. Alors, si on pense à une cuisine qui contient seulement un grille-pain four ou un mini frigo là, de type bar, ben on peut pas acheter les aliments en grande quantité, on peut pas cuisiner toutes les recettes à faible coût. Donc, c'est déjà là une contrainte qui fait augmenter le prix moyen par semaine. On parle aussi de compétences culinaires, j'en ai parlé au moment de construire le menu, ça demande une certaine expertise pour aller au bout des aliments, mais c'est pas juste les compétences culinaires, c'est la littératie, c'est la compréhension des langues officielles pour faire des bons choix à l'épicerie, pour profiter des spéciaux, pour déjouer les pièges du marketing, pour suivre une recette. Puis, à ce défi-là, vient s'ajouter la disponibilité en termes de temps, mais la disponibilité mentale aussi, parce que quand on vit des problèmes personnels, des problèmes financiers, ou qu'on vit des enjeux de santé mentale, de santé physique, un handicap ou des enjeux de toxicomanie, mais on peut facilement comprendre que ce prix-là est difficile et de plus en plus difficile et en fait, ben, ça représente la situation réelle de bien des familles. Alors, cette augmentation-là du prix des aliments ben, frappe même, je pourrais dire, de plein fouet là, bien des familles. Puis, quand on n'a pas de nourriture pour manger à notre faim, ben, c'est le développement, la croissance de nos enfants qui est compromise, mais c'est aussi notre capacité à fonctionner au quotidien, à étudier ou à travailler là, qui est mise en jeu. Oui, tout à fait, Geneviève. Puis, on a les résultats préliminaires, en fait, du mois d'octobre là, 2022. Donc, ils sont pas publiés encore parce que on est encore en validation, mais ce que ça regarde, c'est encore une augmentation donc pour le prochain cycle dans lequel on entre. Je pense aussi, François, que ça te préoccupe aussi à certains niveaux, hein? Ben oui, le dispensaire documente aujourd'hui un bond tellement important du budget consacré à l'alimentation qui fait évidemment encore plus mal aux ménages les moins bien nantis. En 2020, au Québec, un ménage consacrait en moyenne 13% de son budget annuel à l'alimentation. Dans le cas des ménages à faible revenu, c'est un pourcentage là, qui peut représenter le double ou le triple de leur budget total. Et ici, comme si c'était pas assez, évidemment, tout le monde sait qu'il y a le budget logement qui, toujours pour les ménages défavorisés, dépasse largement 30% et atteint même souvent 50% de leur budget. Donc, pour ces ménages-là, les revenus issus de l'emploi ou du filet de protection sociale sont insuffisants pour rattraper le coût de la vie et répondre à leurs besoins de base. Bref, pour terminer avec ça, il est plausible que les prochaines statistiques sur l'insécurité alimentaire confirment une hausse significative du taux d'insécurité alimentaire pour les ménages québécois. Oui, puis là, on a regardé de manière globale, en fait, le prix du panier. Ce que j'aimerais qu'on regarde maintenant, c'est peut-être y aller un peu par catégorie. Donc, en fait, si on regarde la prochaine, donc on mentionnait tantôt qu'on avait 11 catégories là, d'aliments dans le panier. Parmi celles-ci, donc, il y en a 7 qui ont augmenté de manière considérable, donc de 10% ou plus. Les catégories qui ont connu une plus grosse hausse sont les produits céréaliers. Puis là, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde l'augmentation pour la farine blanche, les pâtes alimentaires, on est vraiment dans des aliments, dans des ingrédients de base. On n'est pas dans des produits raffinés.
On n'est pas dans des produits transformés. C'est vraiment les ingrédients, les aliments de base qui demeurent l'outil principal, dans le fond, pour la cuisine. Donc ça, comme professionnel, évidemment, ça nous interpelle. Puis comme consommateur aussi, il faut pas se le cacher. Si on regarde aussi les augmentations qu'on a connues du côté des fruits frais, des légumes, donc oui, il y a certaines sous-catégories de cette catégorie-là qui ont subi une augmentation plus importante. Ça nous ramène, par exemple, c'est l'importance de favoriser les légumes et les fruits de saison, donc pour lesquels on peut bénéficier d'un coût qui est un petit peu moins élevé, sachant aussi que dans l'alimentation quotidienne, les légumes et les fruits devraient comporter là, la principale partie de notre alimentation. Si on regarde ensuite, les sources de protéines végétales, les produits laitiers, il y a eu une augmentation. Cela dit, on considère que les protéines d'origine végétale demeurent quand même plus économiques que les sources de protéines animales, même s'ils ont connu une augmentation importante. Du côté des produits laitiers, on a pu voir une augmentation aussi. On le mentionnait tantôt, donc ce qu'on a voulu illustrer aussi avec le panier, c'est le prix pour l'alimentation d'un bébé. Donc, que ce soit un bébé qui est allaité ou encore qui consomme de la préparation commerciale pour nourrissons. On a vu une augmentation assez spectaculaire, là, principalement entre les mois de janvier et le mois d'avril. Donc, de 40 à 36% respectivement. Alors, on sait jusqu'à quel point c'est des aliments qui sont essentiels pour la croissance du bébé. La même chose du côté de l'allaitement. Donc, c'est la première fois qu'on est capable de faire un comparatif entre le coût qui est lié à l'allaitement et avec la préparation commerciale pour nourrissons. Donc, on voit que oui, ça peut correspondre à une économie hebdomadaire qui est quand même très importante. Dans les autres, peut-être juste avant, pour terminer avec le côté de l'allaitement, c'est aussi dans les profils qu'on a établis. Donc, on parlait tantôt d'une application web. Donc oui, on vous a présenté une famille type, c'est-à-dire un père, une mère avec 2 enfants. Par contre, la façon dont on a modelé l'application qui sera éventuellement rendue disponible, on est capable de faire le profil donc d'une famille. Donc, on peut avoir une famille monoparentale avec une femme qui allaite, une femme enceinte, et c'est comme ça qu'on est capable de bien calculer les besoins pour cette famille-là. On a parlé un petit peu en cours de route, dans le fond, de nos principales préoccupations à l'égard de ces données-là qu'on présente aujourd'hui. D'un point de vue littératie alimentaire, je pense que Geneviève l'a bien mentionné, qu'il faut être impliqué, il faut avoir du temps, il faut avoir un certain engagement envers l'alimentation quand on veut s'alimenter à partir de cette liste-là. Ça ne comprend pas évidemment tous les défis auxquels on peut faire face de manière quotidienne. C'est là où est-ce que, des organismes communautaires comme le dispensaire diététique de Montréal peut jouer un rôle. Par contre, on parle plus de mesures qui sont atténuantes pour l'insécurité alimentaire. Donc, on voit qu'on peut avoir un rôle au niveau de l'augmentation du niveau de littératie alimentaire auprès des femmes qu'on accompagne. Elles ont aussi accès à une certaine forme de dépannage alimentaire et on les accompagne aussi en matière de d'autres type de littératie, qu'on parle de littératie économique ou que ce soit pour être capable de fonctionner avec un budget. Cela dit, on mentionnait tantôt que les besoins sont grands, les ressources sont somme toute assez limitées sur le territoire montréalais. Fait que je pense que ça démontre encore et encore l'importance aussi d'offrir suffisamment de ressources à des organisations communautaires qui visent l'atténuation de l'insécurité alimentaire. Geneviève, on a bien vu la tendance inquiétante pour les aliments de base. Toi, d'un point de vue populationnel, comment est-ce que tu vois ça aussi, sans nécessairement dire que tu t'adresses à une clientèle qui est plus vulnérable, mais qu'est-ce que tu en retiens de ça?
C'est que ça représente une grande pression sur la personne qui va cuisiner parce que dans le PPNE, il n'y a aucun repas qui est pris à l'extérieur, il n'y a pas de possibilité là, d'accéder à une cafétéria, à un restaurant. C'est uniquement les aliments qui sont cuisinés à la maison. Et quand les ingrédients de base gonflent, ben là, ça devient encore plus difficile de combler nos besoins nutritionnels de base. Puis on l'a vu avec François, à quel point un budget, ben c'est pas élastique. Hein? On a une part qui est fixe, qui est accordée au logement, par exemple, et cette part-là a augmenté aussi dans les dernières années, ce qui laisse de moins en moins d'espace disponible pour l'alimentation. Et on a vu aussi ces derniers mois les banques alimentaires se vider. Alors, les banques de dépannage comme Moisson Montréal sont présentement à sec. Donc, ça laisse pas de possibilité pour les familles pour absorber ce coût-là autrement. Donc, ce que ça veut dire concrètement quand la part du budget diminue pour l'alimentation, mais c'est pas juste la qualité nutritionnelle qui diminue, c'est des repas qui sont sautés. C'est des parents qui se privent pour bien nourrir leurs enfants. C'est vraiment le fait de vivre avec la faim et le fait que la faim puisse prendre toute la place dans notre tête et au niveau de notre concentration ou nos activités quotidiennes. Donc, c'est une situation qui est alarmante, qui me préoccupe beaucoup, je dois le dire. Donc, François, tantôt, vous faisiez référence, dans le fond, à la proportion du budget, là, donc ça peut avoir un impact important, particulièrement chez les familles à faible revenu. On parlait tantôt les données qui s'en viennent en termes d'insécurité alimentaire. Comment vous voyez le portrait qui s'en vient, vous? Ben justement, la situation est effectivement alarmante et il faut se demander en fait si, en prenant un pas de recul, si nos réponses actuelles à l'insécurité alimentaire sont suffisantes. Elles sont indéniablement toutes nécessaires et irremplaçables. On pense aux banques alimentaires, au soutien à la littératie alimentaire, puis au fait aussi de faciliter l'accès abordable à des produits locaux et frais. Tout ça, c'est nécessaire et irremplaçable, mais ces stratégies-là réussissent au mieux à atténuer, comme vous avez dit, Julie, l'insécurité alimentaire, ce qui n'est pas rien, on s'entend, mais le taux d'insécurité alimentaire, année après année, ne fléchit pas. Donc, si on veut faire passer la lutte contre l'insécurité alimentaire à une vitesse supérieure, il faut viser plus que son atténuation, il faut viser aussi sa réduction significative et durable. Et pour ça, il faut s'attaquer à sa source, c'est-à-dire aux ressources financières inadéquates des ménages. Et puis, il n'y a pas de mystère ici, la réduction de l'insécurité alimentaire passe nécessairement par une augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Ça veut dire qu'il faut intervenir en amont, à la fois sur les revenus, par l'amélioration des conditions d'emploi et du filet social, et aussi sur le coût de la vie, donc en particulier ce qui en coûte pour se loger, pour se manger, se déplacer. Et comme Geneviève a dit, une stratégie de réduction de l'insécurité alimentaire est d'autant plus justifiée quand on prend en considération ses conséquences sur la santé des adultes et des enfants, sur la qualité de la vie familiale, sur en termes de coût de système de santé aussi, mais aussi parce que, à la base, l'insécurité alimentaire représente un déni du droit à l'alimentation et du droit à la dignité. Donc, il faut penser à agir, à ajouter un niveau d'intervention beaucoup plus structurel pour venir à bout d'un problème chronique. Mais François, je retiens aussi la nécessité d'avoir des mesures atténuantes, donc dans le contexte dans lequel on est aussi, parce que je pense qu'il y en a qui sont dans le besoin actuellement. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de leur venir en aide du mieux possible et de les outiller, donc de les guider là-dedans. Puis je pense que ça, c'est toute une... comment dire, que c'est tout un équilibre, dans le fond, qu'on doit avoir, notamment pour préserver la dignité aussi, puis la façon dont on le fait, dans le respect aussi de l'individu qu'on a devant nous. Puis ça, bien évidemment, d'un point de vue communautaire, je pense que c'est une des grandes forces aussi là, dont on peut bénéficier. Oui, ça me permet, Julie,
Oui, en fait, ça me permet, Julie, de souligner le travail du dispensaire diététique de Montréal. Vous rejoignez soit 600 femmes à chaque année, et puis il y a plusieurs organismes communautaires qui sont également présents là aujourd'hui au webinaire. Donc, c'est un travail qui est précieux, qui est nécessaire, on le souligne, là, pour aider ces familles-là là, à composer avec l'augmentation du prix des aliments, là. Merci Geneviève. Puis, en fait, à la base, si on se rappelle, le PPNE, c'était un outil d'intervention. Donc, à la base, quand il a été réfléchi dans les années 30, dans les années 40, c'était avant tout pour permettre aux intervenants du milieu, donc, d'accompagner euh, les familles afin de les aider à faire leur épicerie pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Le dispensaire a tenu cet outil-là avec rigueur, avec discipline depuis tout ce temps-là, l'a vraiment mené à bout de bras, disons-le comme ça. Et donc, ce qui fait qu'en ce moment, on a un outil de suivi qui est vraiment très précieux en termes d'intervention, comme je le mentionnais, mais ça fournit aussi des données qui sont particulièrement intéressantes pour le milieu de la recherche, pour éventuellement être capable de bonifier certaines actions ou certaines politiques. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on souhaite évidemment continuer à faire. Je me dis, si on était capable de le faire pendant 70 ans, toute la pertinence est encore là pour le démontrer. C'est sûr que dans un monde idéal, on souhaiterait pouvoir avoir des données, puis je pense que François, vous allez être d'accord avec moi là-dessus, c'est que même au sein des arrondissements à Montréal, on pourrait voir certaines disparités entre les régions aussi, donc sur le territoire du Québec. Donc, nous, on est allé avec une moyenne pour être capable de dresser le portrait du panier. Mais si on pouvait avoir une plus fine connaissance aussi où sont les enjeux principaux, je pense que ça pourrait nous aider. Fait que, si à la fois au dispensaire, on est capable de l'utiliser, oui, comme outil au quotidien, développement de l'expertise, mais que ça peut servir à la recherche, je pense que c'est une bonne pierre deux coups, là. Ben, tout à fait. Si je peux me permettre, Julie et Geneviève, je veux profiter de cette diapo-là pour féliciter le travail du dispensaire parce que d'autant plus que, évidemment, moi, je me mets toujours du côté du point de vue de l'insécurité alimentaire. On manque énormément de données et d'outils pour documenter efficacement l'insécurité alimentaire, ce qui nuit donc à l'élaboration de politiques publiques qui seraient fondées sur des données probantes. Donc, on a besoin de données pour identifier plus systématiquement les populations qui sont davantage victimes d'insécurité alimentaire, leurs besoins. On a besoin de mieux comprendre, d'écrire et comprendre les manifestations et les différentes causes de l'insécurité alimentaire selon les contextes urbains, semi-urbains, rural, local, nordique. Et puis enfin, on a besoin de données aussi pour mieux mesurer en continu les différents facteurs. Quels sont les facteurs qui influencent positivement ou négativement le niveau d'insécurité alimentaire? En particulier, le niveau des prestations sociales, les variations du taux d'emploi de la rémunération, l'évolution du coût de la vie, etc. Donc, on manque d'outils, mais cet outil-là, votre outil, on s'en sert et puis c'est précieux pour le monde de la recherche, mais il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour aller chercher des données. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail là, qui est un travail de plaidoyer qu'on a à faire. Puis pour nous aussi de faire ce suivi-là, donc de manière annuelle, les intervenantes chez nous vous diront que depuis l'année passée, on voit qu'il y a un changement au niveau de la clientèle. Elles font face à des enjeux encore de plus en plus importants. On sent que les besoins sont encore plus grands en matière d'alimentation. Mais quand on voit des données comme ça, ben on se dit, OK, notre feeling était bon, en fait. C'est vrai que on voit cette augmentation-là, donc on la sent sur le terrain. Puis, elle est appuyée par ces données-là aussi en matière on a de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts avec notre budget alimentation. Puis, on est les premiers aussi à voir concrètement quand on a les aliments qui nous arrivent de Moisson Montréal. 2 jours après, il n'y en a plus. Donc, alors que c'était pas nécessairement comme ça il y a quelques mois / années.
Donc, des données comme ça nous permet aussi de vraiment illustrer concrètement le quotidien des intervenantes sur le terrain. Puis, je parle du dispensaire, mais il doit en avoir d'autres aussi. Peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question, bon, mais quelle sera la suite finalement, tu sais, du PPNE? C'est sûr que nous, comme on le fait depuis toutes ces années-là, donc on va continuer à faire les relevés de prix sur le territoire montréalais. Par contre, je peux vous dire qu'avec un financement qu'on a obtenu récemment, on va être capable d'avoir des données pour 3 régions spécifiques au Québec au cours de la prochaine année. Donc, qui sont les Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Mauricie, centre du Québec. Donc, on va être capable de faire le comparatif avec les données montréalaises qu'on a. On parlait tantôt aussi des communautés autochtones qui peuvent être affectées à un certain niveau par l'insécurité alimentaire. Donc, on est en train de travailler aussi sur un panier qui correspond aux habitudes alimentaires d'une ou de certaines communautés autochtones. Donc, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de vous présenter éventuellement ces données-là lorsqu'elles seront disponibles, fort probablement au printemps ou à l'automne prochain. Mais d'ici là, je vois déjà qu'on a quelques questions qui nous sont arrivées sur le clavardage. Donc, je vais me permettre peut-être une première question qui, je vais commencer avec la simplicité, si on veut. Donc, une question d'une collègue nutritionniste qui est dans la région de Chaudière-Appalaches qui nous demande si nos recettes sont disponibles. Donc oui, il y a certaines de ces recettes-là qu'on vous a présentées dans le menu qui sont disponibles sur le site du dispensaire. Et il y a aussi quelques recettes qui sont issues du livre de ma collègue Geneviève, donc qui justement valorise la cuisine à petit prix et la simplicité. Donc oui, elles peuvent être rendues disponibles. Ensuite, j'aurais peut-être tendance à amener une question, bon, qui est peut-être plus pour Alessia, par rapport à les relevés alimentaires, en fait, les relevés de prix, pardon, pas les relevés alimentaires. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le relevé de prix sur une base trimestrielle? Oui, effectivement. Donc avant, comme Julie avait mentionné, on faisait les relevés de prix 3 fois par année. Avec la mise à jour, on a décidé de faire les relevés de prix 4 fois par année, donc à chaque trimestre. Et ça, c'était pour mieux suivre l'impact des saisons au cours de l'année, de correspondre aux analyses économiques institutionnelles qui sont aussi faites à base trimestrielle et aussi de mieux suivre les fluctuations de revenus de l'État donc en janvier, en juillet. Donc, en fait, c'était les principales raisons. Parfait. Puis, dis-moi, Alessia, il y en a qui se posent la question aussi, est-ce que les relevés sont tous faits en épicerie, en ligne? Comment est-ce qu'on procède pour ces relevés de prix-là? Donc, en fait, à l'instant, à Montréal, on fait nos relevés de prix en ligne sur les épiceries en ligne. Donc, en fait, on a choisi de faire les relevés de prix dans des grandes bannières qui incluent des épiceries régulières et économiques qui ont des épiceries en ligne. Donc, en fait, pour faire le relevé de prix plus efficacement, on le fait en ligne et en fait, on a évalué s'il y avait une différence significative ou non entre le prix en ligne et en épicerie. En fait, la différence n'était pas si présente. Donc, on continue à faire les relevés de prix en ligne pour Montréal. Merci, Alessia. Il y a une question peut-être pour François, en fait, d'une organisation qui est basée en Ontario, en fait, qui se demande si il y a des interventions qui sont préférables, en fait, qui plaident en faveur d'une augmentation des taux d'assistance sociale, des salaires minimums, un salaire de base pour tous les Canadiens, par exemple. Quel type de mesures serait plus profitable? Oh! Ben, rien que ça. En fait, ouais, ben, c'est des mesures.
En fait, on constate, c'est quelque chose qui est pas bien connu, pas insuffisamment connu, mais que 50% des personnes en insécurité alimentaire ont comme principale source de revenus des revenus d'emploi. Et puis, depuis 20 ans, le marché du travail s'est beaucoup transformé et l'emploi s'est beaucoup précarisé. Et si bien que, par exemple, il y a beaucoup moins de gens qui reçoivent des prestations d'assurance emploi. Et puis là, évidemment, bon, il y a moins de chômage, là, mais quand on égalise tout ça, les prestations d'assurance emploi sont beaucoup moindres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en termes de les conditions, d'améliorer les conditions de travail. Donc, évidemment, il y a le salaire minimum. Il y a augmenté les prestations d'assurance emploi. Il y a différentes possibilités aussi en termes de crédit d'impôt, rendre les crédits d'impôt remboursables, tout ça. Il y a énormément de possibilités. Évidemment, bon, il y a tout un débat. Je rentrerai pas là-dedans, mais c'est un peu dans notre rapport. Il y a un débat pour augmenter ou améliorer le pouvoir d'achat et surtout les revenus. Est-ce qu'on veut un revenu minimum garanti ou est-ce qu'on veut un bouquet de mesures, des interventions ciblées sur différents paliers, différentes mesures, aide sociale, etc. Et donc, notre consultation nous indiquait qu'il n'y avait pas de consensus là-dessus. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on suggérait un sommet sur l'insécurité alimentaire et le filet social. On estime qu'on est rendu à un niveau au Québec où il faut débattre du filet social et de comment bonifier le filet social. On est vraiment rendu là parce que le taux de pauvreté, par rapport à un revenu viable de l'Institut de recherche et d'information économique, il y a 1/5 de la population qui est sous le revenu viable. Ça, c'est intolérable. Oui, tout à fait. Il y a une question un petit peu plus, qui est plus facile pour moi, en fait, que pour vous. Quelqu'un nous demande de décrire un petit peu plus en détail les services qui sont offerts au dispensaire. Donc, en fait, le dispensaire accompagne des femmes enceintes en situation de vulnérabilité avec un accompagnement nutritionnel. Donc, il y a un certain nombre d'interventions individuelles qui sont réalisées avec les mamans pendant la grossesse, dont il peut y avoir de 6 à 8 rencontres avec une nutritionniste. On a aussi une intervenante sociale et communautaire qui soutient le travail quotidien des nutritionnistes. Il y a aussi un accompagnement qui est fait en postnatal, entre autres par des nutritionnistes et notre consultante en allaitement. Donc, le suivi se fait jusqu'à ce que il y ait l'introduction des aliments complémentaires. Donc, ce qui veut dire que une maman va être suivie sur une période de 9 mois environ, si on se dit qu'on commence à la suivre là, vers 12 à 14 semaines environ. Donc, ça, c'est les services principaux qui sont offerts au dispensaire. On a aussi 2 projets qui sont quand même assez importants, dont le panier à provision nutritif et économique qu'on fait mention aujourd'hui. Et nous avons aussi un programme qui s'appelle Nourrir la vie, en fait, qui assure un transfert de connaissances auprès des intervenants communautaires en matière de nutrition périnatale. Donc, en gros, c'est ce qu'on réalise au dispensaire. Il y a une question un petit peu plus technique, peut-être pour Alessia. Donc, comment est-ce qu'on tient compte des différences de prix entre les magasins? Par exemple, un Maxi versus un Métro ou un IGA. Donc, comment est-ce que sont choisies les épiceries pour lesquelles on fait les relevés? Donc, en fait, je vais répondre pour qu'est-ce qu'on fait pour obtenir nos données pour Montréal. En fait, comme est détaillé dans le rapport synthèse, nos relevés de prix sont faits dans les épiceries à la Chine, qui a été déterminé comme l'arrondissement représentatif du niveau de richesse médian à Montréal. Et en fait, ces épiceries-là sont des grandes bannières et ça correspondait avec les habitudes de consommation des Québécois en général qui sont ressortis de nos groupes de discussion, qui ont informé la mise à jour du panier.
Donc, en fait, pour Montréal, on fait nos relevés de prix dans des épiceries grandes bannières qui ont une épicerie en ligne. Par contre, dans les travaux qu'on est en train d'avancer dans les 3 autres régions, oui, c'est certain qu'il y a des épiceries qui n'ont pas d'épicerie en ligne. Et dans ces instances-là, les relevés de prix seront faits en personne. Donc, les prix sont collectés dans les épiceries et là, saisis dans l'application web qui calcule le coût estimé du PPNE. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Alessia. Geneviève, j'ai une question pour toi qui est peut-être un peu philosophique ou en fait qui va nécessiter de sortir un peu de ta zone. Il y a une participante qui nous demande comment on pourrait réfléchir collectivement pour améliorer le niveau de littératie alimentaire. Je pense c'est une question justement, là, qui prête à la réflexion parce qu'il y a plusieurs façons. On a parlé beaucoup des cours d'économie familiale dans les écoles qui contribuaient à améliorer les compétences culinaires des jeunes qui puissent partir avec une base. Il y a différents organismes qui travaillent sur les compétences culinaires là, directement. On pense à la tablée des chefs notamment. Il y a un rôle aussi des médias dont je fais partie au niveau de la communication où on peut travailler avec des recettes simples, des conseils qui sont faciles à appliquer dans le tourbillon de la vie quotidienne pour arriver avec des ingrédients de base, des ingrédients simples à mettre un souper intéressant, appétissant et nourrissant sur la table. Alors, c'est ma mission, c'est ça, ce à quoi je sers dans la vie, d'aider les gens en leur montrant comment cuisiner sainement et rapidement. Mais je pense que c'est une question à développement. C'est une question où il y a plusieurs mesures possibles pour qu'on puisse aider la population à améliorer leurs compétences culinaires là, et il faut pas que ce soit une responsabilité individuelle là, de transfert de père ou de mère en fille ou en fils, mais il faut que ce soit aussi là, une responsabilité là, commune de partage de connaissances. Oui, tout à fait. Puis comme on le disait, je pense que c'est pas de simplement viser les ménages à faible revenu ou qui sont en situation d'insécurité alimentaire, mais ça devrait être des compétences que, comme citoyens, comme consommateurs, on a. Donc, comment faire de ça une priorité? Oui, la question est large, mais on y croit. Absolument. Puis comme je dis souvent, c'est des compétences qui sont tout aussi importantes que la lecture ou que les mathématiques, que de savoir s'alimenter. Hein? L'alimentation étant un besoin de base, d'avoir cette autonomie-là, d'être autonome pour combler nos besoins par la cuisine, mais ça fait partie d'un coffre à outils que tous les citoyens devraient avoir. Il y a aussi une question qui est peut-être... Oh, pardon, François, allez-y pour compléter. Oh non, je voulais juste complémenter parce qu'on a travaillé à l'Observatoire sur la fracture numérique. Donc, le fait que des gens soient non seulement pas branchés, mais ou soit branchés, mais soient incapables d'exploiter le potentiel de informatique. Et il y a un problème de littératie numérique très important, surtout que les services publics sont de plus en plus en ligne. Donc, les bibliothèques à Montréal, en tout cas, les bibliothèques jouent un rôle important là, pour la littératie. Donc, c'est collectif. Pour faire le lien, là, il y a, c'est plus qu'individuel. Là, il faut vraiment faire un effort collectif. Donc, la littératie, les problèmes de littératie sont dans plusieurs domaines. Oui, tout à fait. Puis, ça m'apporte à des discussions aussi qui sont actuellement dans les médias par rapport à l'utilisation des circulaires, par exemple. Donc, évidemment, on veut réduire la production, la consommation de papier, mais quel impact est-ce que ça pourra avoir sur certaines clientèles qui utilisent, en fait, ces outils-là dans la planification, l'élaboration des menus. Donc, encore là, c'est une question qui va de manière beaucoup plus large.
Je regarde les autres petites questions qu'on a. Il y a entre autres des questions par rapport à l'utilisation de la plateforme en ligne, donc pour calculer les relevés de prix. Pour le moment, donc elle est encore au statut pilote. On l'utilise dans le cadre là, des relevés de prix dont on faisait mention tantôt pour les régions sur le territoire montréalais. Ne soyez pas inquiets au moment où est-ce que ça sera rendu disponible. Je pense qu'on va s'assurer de le communiquer assez largement. On a aussi quelques questions par rapport à des paniers spécifiques, que ça soit pour des familles issues de l'immigration. Évidemment, ça fait partie, oui, ils font partie de la clientèle qu'on a au dispensaire, mais aussi dans d'autres organisations. Je dirais que l'équipe d'intervenantes a une capacité extraordinaire d'adaptation et d'accompagnement de ces différents profils d'alimentation-là. Donc, c'est sûr qu'idéalement, on en voudrait plusieurs versions. Cela dit, le dispensaire a développé, en collaboration avec la Fondation Holo, il y a quelques années, un outil justement pour prendre en considération les familles issues de l'immigration. Donc, si je ne m'abuse, la ressource est disponible sur le site du dispensaire. Je vois le temps qui file. On vous avait promis de vous laisser aller à 13h30 parce que je suis certaine que tout le monde a des agendas bien occupés. Je veux remercier les participants à ce webinaire. Vous êtes nombreux, comme je vous l'avais dit dès le début. Donc, ça démontre toute la pertinence de ce sujet-là, l'importance d'y accorder du temps. Je veux aussi remercier mes collègues pour cette belle présentation. Donc, Geneviève, je te remercie de ta présence. Merci Julie. Puis, je suis... j'ai beaucoup retenu de choses de nos échanges en amont et aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Et je retiens la différence entre l'atténuation et la réduction de l'insécurité alimentaire, ce que François là, nous a bien expliqué. Et je pense que oui, il y a plein de choses qu'on peut faire pour atténuer l'insécurité, mais aussi on a besoin de mesures gouvernementales pour réduire à la source l'insécurité alimentaire. Alors, je pense que c'est ce qu'on peut retenir d'une intervention comme celle d'aujourd'hui. Et François, merci encore d'être sorti momentanément de vos vacances. On espère que la suite sera plus reposante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça valait vraiment la peine. C'était un plaisir vraiment de parler avec vous, d'échanger avec vous et j'espère que c'est le début d'une collaboration parce que dans le fond, oui, atténuation et réduction. Moi, mon rêve, c'est de réunir des gens qui travaillent sur les deux fronts, puis de voir comment ceux qui travaillent dans l'atténuation peuvent finalement aider à la réduction et vice-versa. Et donc, travailler, à réunir des gens à la fois qui travaillent sur l'alimentaire et des gens qui travaillent sur le filet social, comment améliorer le filet social. Donc, réunir ces gens-là, pour moi, là, c'est mon objectif et puis merci beaucoup et j'ai hâte de retravailler avec vous. Merci François. Alessia, merci de ta présence, de tout le travail en coulisses que tu fais. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du dispensaire. Je pense que au webinaire, on a quelques-unes de nos nutritionnistes qui sont là, dont Suzanne Lepage, Catherine Labelle, et qui ont, entre autres, travaillé au PPNE au cours des années. Donc, merci à la super équipe du dispensaire, donc qui fait ce travail extraordinaire-là, quotidiennement avec les mamans qu'on voit. Je veux aussi remercier, en fait, nos partenaires financiers pour ce projet-là. Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous finance la partie là, donc pour le projet pilote dans les différentes régions du Québec. Aussi, la Direction régionale de santé publique de Montréal et Centraide également. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à consulter le rapport synthèse, donc qui est disponible sur le site
du dispensaire. Si vous avez des questions particulières à nous adresser ou encore si on n'a pas eu la chance de répondre aux questions que vous nous avez posées aujourd'hui, vous pouvez les écrire à l'adresse qui est affichée en ce moment sur l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci.